Alors, bon, la photosynthèse, on a vu. Alors, je reviens à ma fleur. Quand la fleur, elle fane, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, la fleur, quand les insectes l'ont visitée, elle fane. On ne dit pas elle meurt. Si elle meurt, c'est un échec. Et si elle fane, ça veut dire que dans la fleur, il y a une partie qui survit, enfin, même qui vit très bien, qui s'appelle le pistil. Et ce pistil contient les ovaires, enfin les ovules. Oui, les ovules. Donc ces ovules vont être fécondés par les grains de pollen qui ont été amenés par les animaux pollinisateurs, et essentiellement des insectes. Donc ça, je pense que vous connaissez normalement. Enfin, ça dépend. Mais ça se passe toujours comme ça. Alors, ce qui peut amener aussi les grains de pollen, ça peut être le vent. Il y a certaines plantes à fleurs qui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, c'est le vent, ça marche. Il y a aussi des plantes à fleurs qui peuvent faire de l'autofécondation, c'est-à-dire le pollen qui sort là, des étamines, il se dépose directement au niveau de la partie femelle. Donc pollen, c'est la partie mâle, et pistil, c'est la partie femelle, qui va souvent grossir. Ça peut donner ensuite un fruit charnu avec de la chair, mais ça peut donner un fruit sec. Voilà. Et là, ça va changer, évidemment, vis-à-vis des animaux qui, eux, vont prendre en charge les fruits ou les graines. Donc, c'est exceptionnel que ce soit les mêmes animaux qui transportent le pollen et plus tard les graines, les fruits. Je crois qu'il y a peut-être un exemple dans un désert d'Amérique avec des chauves-souris qui migrent et qui butinent à l'allée et qui mangent les fruits du cactus au retour. Ça, c'est totalement exceptionnel. Alors, la suite. Alors voilà, donc il faut bien commencer par quelque part. Là, je vais illustrer la relation entre animaux et graines et fruits. Parce que si le fruit, par exemple, est charnu, en fait, c'est une récompense. C'est-à-dire que le fameux sucre issu de la photosynthèse, il va se stocker dans le fruit pour que l'animal vienne et le mange. Et en plus, il y a des ailes avec la peau qui est colorée. Donc on appelle ça la zoochorie. Et elle se décline en plein de possibilités. Donc la zoochorie, c'est donc l'animal transporte la graine et ça évite que la graine se retrouve en dessous de la plante mère à l'ombre et qu'elle végète et ça ne marche pas. Donc ça va permettre à plein de choses, atteindre les habitats propices et favorables, diminuer la compétition entre plantes, parce qu'imaginez que toutes les graines elles tombent en dessous du pied, elles vont être toutes serrées. C'est comme si on faisait un semis de mauvais jardinier avec toutes les graines trop serrées. Ça va permettre aussi, comme les graines vont être dispersées, ça va faire un peu l'échange génétique, c'est-à-dire qu'au même endroit, il va y avoir des graines de la même espèce, mais provenant d'individus mères différents. Donc ça fait du brassage. Et ça c'est bon. Ça évite la consanguinité. Et puis, si c'est un animal qui se déplace beaucoup, eh bien ça va permettre la colonisation de nouveaux milieux. Imaginez un oiseau, il a des graines sur lui, il arrive sur une île volcanique qui vient de se former. Voilà. Ça va amener des plantes dans un nouvel endroit. Alors, après, cette fameuse zoochorie, elle se décline, vous voyez, en plein de possibilités. Il y a l'épizoochorie, après il y a la dizoochorie, la myrmécochorie, l'endozoochorie. Alors, je vais expliquer tout ça. Il y a plein de façons de faire. Alors, je passe. Alors, voilà l'épizoochorie. C'est très simple, c'est des graines qui se collent au pelage de l'animal. Nous-mêmes, dans les randonnées, ça nous arrive. Le gaillet gratron, par exemple, on se retrouve sur le pantalon avec plein de graines, avec des petits piquants qui s'accrochent. Vous voyez, là, ça peut être la pardane. Et il y a un système d'accrochage. Donc, l'animal, il attrape sur lui les graines, sur sa fourrure, son plumage, et puis après, il va se gratter, ça va tomber, et ça va permettre une dispersion. Donc
Oui, c'était la Bardane, j'avais fait la photo avec ces petits crochets typiques. D'ailleurs, il me semble que ça a permis d'imaginer le scratch pour certaines chaussures. Alors, là, donc, la dysoochorie, cette fois-ci, c'est volontaire. C'est-à-dire, l'animal, il va collecter le fruit, il veut le prendre, c'est pas du hasard comme tout à l'heure. Il prend et il va faire du stockage. Il va faire des cachettes. Et ce qui va se passer, c'est que soit il ne va pas retrouver toutes les cachettes qu'il a faites, donc il y a des graines qui ne vont pas lui servir, et celles-ci vont germer et vont faire de nouveaux arbres, de nouvelles plantes. Ou bien la cachette, ou bien il meurt, il lui arrive quelque chose. Hein. Donc là, j'avais mis... voilà, c'est vraiment le principe de la cachette. Et puis il oublie où il est mort. Il lui arrive malheur. Alors oui, en plus, ce qui est très important, c'est que la cachette, ça je ne l'ai pas noté là, mais souvent l'animal, il va cacher une certaine profondeur, toujours la même. Et il y a une coévolution qui fait que, par exemple, le chêne, le gland, donc la graine du chêne, quand c'est un oiseau que vous connaissez très bien, le jet, quand le jet va l'enfouir, il va l'enfouir à la profondeur qui est idéale pour la germination. Alors que les glands qui sont en dessous le chêne, qui sont tombés là, ils ne sont pas enfouis, ils sortent la racine difficilement et ça ne marche pas. Les glands se retrouvent à l'ombre sous le pied vert, pas à la bonne profondeur. Et en plus, le jet des chênes, il fait ça en grande quantité. Chaque mois d'octobre, c'est 4000 glands qu'il va cacher par petits paquets. Et en plus, il le fait en dehors de la forêt. Ça veut dire que les jeunes chênes ne vont pas être à l'ombre. Le jet va aller cacher ça dans des milieux plus ouverts, c'est-à-dire avec moins d'arbres, plutôt des petits buissons. Voilà. Il va cacher, donc c'est fantastique. Hein. Ce qui explique d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur les 2 derniers millimètres, les 2 derniers millions d'années, c'est l'âge de glace. Vous savez, avec les mammouths et toutes ces choses-là. Il faut savoir que l'Europe a perdu la moitié de ses espèces d'arbres avec ces glaciations, déglaciations récentes. Et justement, grâce à des animaux comme ça, quand il y avait des périodes de réchauffement, la dernière période de réchauffement naturel, eh bien, le jet fait partie de ces animaux qui ont caché les graines. Et comme le climat était plus favorable vers le nord, les graines cachées plus au nord, même de quelques centaines de mètres, de quelques milliers de mètres, petit à petit, avec les milliers d'années, ça permet aux arbres de recoloniser. C'est pas avec leurs petites racines qui vont marcher, c'est vraiment grâce à des animaux que la recolonisation depuis la période glaciaire, qui est quand même très récente, sur mon échelle de temps là, que j'ai montré, c'est vraiment très important. Alors, je fais un petit aparté dans ce qui est suivant. Il y a un autre oiseau de la même famille que le jet, qui s'appelle le casse-noix moucheté. C'est lui. Lui, alors il ne fait pas des plantes à fleurs, il fait des plantes juste avant, dans l'évolution, des plantes qu'agravées, mais sans fleurs, donc les pins. Et si vous allez faire de la randonnée en montagne, il vous est peut-être arrivé de voir des arbres qui poussent dans des endroits improbables. C'est pas parce qu'il fait comme le gel, il cache les graines. Vous voyez ? Et il les cache en montagne. Et évidemment, il en oublie, il lui arrive malheur. Il s'est fait prédater. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc vous penserez au gel, qui est vraiment un animal formidable. Alors il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, l'emblème de ce soir. Vous avez beaucoup de petits rongeurs qui font des cachettes aussi dans le sol. Et c'est pareil. Hein. L'animal, il va en oublier, c'est toujours le même principe. Donc, il y a plein de petits mammifères. En plus, ils sont nombreux, ils font beaucoup de cachettes, et en plus, ils sont beaucoup chassés par les renards. Et puis, autrefois, quand il y avait du lynx, quand il y avait du chat sauvage en quantité, il y avait beaucoup de pertes. Donc, toutes ces cachettes-là, en fait, c'était du semis gratuit pour la plante. Donc, ça avait un rôle très important. Et dans les régions du monde où c'est les plus gros animaux,
trop m'étendre, mais il faut que je tienne le timing. Là, vous avez la myrmécocorie. Donc là, ce sont certaines fourmis qui prennent des graines, et des graines qui ont coévolué. Parce que ces graines, elles ont au bout un petit élément qui s'appelle l'élaïosome, qui contient du gras, du lipide, et c'est une récompense. Et ces fourmis vont déplacer la graine comme ça. Elles vont emmener la graine au niveau du nid de fourmis, et puis elles vont essayer de détacher l'élaïosome, puis après, la graine elle-même étant inouvrable, elle laisse et comme ça, la graine est contente. Enfin, c'est pas que c'est content, c'est juste un mécanisme biologique de dispersion. Donc là, j'ai pas mis de photo. Oui, alors là, j'en raconte, elle transporte la graine, c'est rejeté du nid, et d'autres sont perdus en chemin. Voilà, ça c'est la dyszoochorie, comme le petit poussé. Après, vous avez... Ah oui, alors j'ai quand même mis... c'est quand même intéressant, c'est comme il y a beaucoup de plantes à fleurs, 250 000, il n'y a que 1,2% des plantes à fleurs qui font ce système avec les fourmis, mais 1,2% de 250 000, ça fait quand même 3000 espèces de plantes qui fonctionnent avec les fourmis dans le monde. Donc vous voyez, hein, quand les pourcentages s'appliquent sur des grandes quantités d'espèces, c'est assez significatif. Et dans les forêts tempérées, c'est jusqu'à 30% de la dispersion des graines qui est permise par les fourmis. Et quand on était jeune, hein, il me semblait que je me souviens de grandes fourmilières en forêt. Quand on était enfant, on tapait un peu de temps, c'était pas bien. Mais aujourd'hui, j'en vois moins. Ces grandes fourmis rouges, on voit. Donc, c'est pas forcément exclusif, hein, ce transport des graines par les fourmis. Il peut y avoir, en plus, la fourmi qui elle perd une graine, et puis ensuite il y a un coup de vent, la graine est poussée. Il y a un orage, il se forme un petit ruisseau, un petit ruissellement d'eau. La graine flotte, vous voyez, il va s'ajouter ce que j'ai mis, la barochorie, l'anémochorie, c'est-à-dire le vent, vous voyez. Donc il y a tout un tas d'autres moyens de dispersion physique qui peuvent se surajouter à l'impact des animaux. Mais vous avez aussi des graines de plantes à fleurs qui n'utilisent pas les animaux. Hein. Par exemple, pensez au pissenlit, hein. C'est juste vraiment le vent. Hein. On souffle dessus, on voit les petites graines de pissenlit s'envoler. Là, il n'y a pas d'animaux qui interviennent pour cette partie-là. Par contre, pour la floraison du pissenlit, il y a des abeilles spécialisées. Et ça, on va voir après. Donc, j'avance, parce que ça passe très vite. Alors là, je vous ai montré c'est un caca. Alors, je crois que c'est une martre. Je me souviens de ma photo. En fait, elle a mangé des fruits. Et en fait, il y a une coévolution au sens où le subdigestif de l'animal n'est pas capable de digérer la paroi de la graine, mais va digérer que la partie qui est en récompense, c'est-à-dire le fruit sucré. Donc, on continue. Donc voilà, l'endozoochorie, c'est-à-dire endo, c'est à l'intérieur. Donc là, c'est pas la graine qui est juste collée sur l'animal, transportée dans sa mandibule, dans sa bouche. Là, c'est vraiment avalé, ingéré, et il y a la récompense. Et pendant ce temps-là, l'animal, soit il s'envole, si c'est un oiseau, soit il marche. Et du coup, la graine va être transportée loin de son lieu de formation. Donc loin de son pied-mère. Donc soit c'est la graine qui est ingérée, soit c'est le fruit. Alors il y a des exemples. Alors l'ornithochorie, c'est quand c'est l'oiseau qui fait le travail, qui avale. La mammalochorie, c'est quand c'est un mammifère. Il y a même des cas où ça peut être des poissons. Ça arrive que des graines tombent à l'eau dans les rivières. C'est des cas un peu bizarres. Il y a même la chiroptérochorie, donc là c'est les chauves-souris, mais pas dans nos régions. Il y a des régions du monde où les chauves-souris sont frugivores. Alors, prenons un cas très classique. Ça, le gui. Parce que ça, vous connaissez. Alors, je commence par la photo. Vous voyez, les différents fruits, ils sont reliés par un fil gluant. Et ça, c'est une vraie coévolution. C'est une vraie coévolution entre la grive et le gui.
parce que la grive, elle va manger plusieurs fruits du gui, et dans son tube digestif, il y a une digestion qui est partielle, et du coup, les fruits se collent les uns aux autres, ça fait un chapelet. Et quand la grive fait son excrément, cette espèce de chaînette gluante va mieux s'accrocher aux branches que s'il y avait chaque fruit indépendant gluant. Vous voyez, c'est une sorte de lasso gluant. Et, regardez la suite, Burke, c'est pas très appétissant, mais regardez bien, ça a fonctionné. Hein. C'est ça l'important, c'est que ça fonctionne. Il ne faut pas que la graine tombe au sol, dans le cas du gui. Donc, revenons à notre grive, Turdus viscivorus. Elle adore ça. Alors, il y a un temps de digestion qui est rapide chez les oiseaux. Donc, je crois que j'ai mis quelque part la distance qu'elle fait. Alors, oui, il y a quand même... le gui, il a aussi d'autres oiseaux qui le mangent et qui, eux, ont un suc digestif plus puissant. Et là, la pauvre graine, sa paroi, elle est digérée. Donc, vous voyez, la l'évolution n'est pas totale, c'est vraiment le gui avec la grive. Alors, voilà. Donc ensuite, un petit coup de Mammaliochorie. Et là, je vous prends un cas très étonnant, qui est très récent, qui est lié à des invasions biologiques. C'est le rat noir et la griffe de sorcière. Vous connaissez la griffe de sorcière? C'est pas trop, c'est une plante... Alors, est-ce que j'ai fait une photo? Ben non. Alors, c'est une plante qui pousse au bord de la plage, qui vient d'Afrique du Sud. Voilà. Je sais comment je vais faire. Vous voyez, c'est... Alors oui, c'est une plante ornementale d'Afrique du Sud. Alors, ce que je voudrais vous montrer, parce que... Alors, ça pousse souvent au bord des plages, dans le département du Var, par exemple, dans le sud de la France. Et ça fait des fruits. Et dans les fruits, il y a 1800 petites graines. Le fruit, il est grand comme ça. Et il peut mettre 3 ans à se décomposer. Alors, donc j'en reviens. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé sur une petite île dans le sud de la France, au large du Var, un tout petit îlot. Alors, faut que je remette. Il est compliqué. Oh là là. Hop. Alors, en fait, le rat noir, il n'est pas du tout d'origine européenne, hein, il vient d'Asie. La griffe de sorcière est d'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, ça fait un étonnant. Ils sont arrivés depuis peu de temps. Hein. La griffe de sorcière, c'est une plante ornementale récente. Et voilà, c'est un petit îlot qui s'appelle l'île de Bagot, hein, qui est à côté du Lavandou. C'est pas loin du fort de Brégançon, de l'île de Porquerolles. Enfin, si certaines personnes connaissent un petit peu. C'est le président qui l'a ramené. Ah oui, non, c'est pas le président. C'était avant. Et du coup, le rat noir, vous savez, c'est un rat qui est très mobile. Il se déplace très bien, il peut escalader les falaises. Et donc, il mange le fruit, parce que le fruit, il est mûr au mois d'août. Donc, au mois d'août, vous savez, dans le sud de la France, il fait sec. Et donc, les fruits charnus de la griffe de sorcière sont très sympathiques à manger, sont pleins de sucre, pleins d'eau. Et donc, le rat en raffole. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il escalade les rochers au bord de la mer et il fait son petit caca avec les plus de 1000 graines dans chaque fruit. Et donc c'est un problème énorme parce que les griffes de sorcière, c'est rampant et ça étouffe la végétation locale. Donc il a été décidé sur ce petit îlot de Bagot, en mer Méditerranée, d'enlever les griffes de sorcière et de piéger les rats noirs
pour essayer d'éradiquer totalement. Et apparemment, ça a marché. Sur des petites îles, comme ça, des petits îlots, c'est possible de lutter contre ce... Donc, vous voyez, c'est un début de coévolution sur une île, mais induite par l'homme, par les transports. Voilà. Bon, là, c'est un petit lézard. Alors là, je commence à faire une transition avec la pollinisation. Donc, cette fois-ci, le côté évolution plante, fleur et animal. Et là, c'est un petit cas exceptionnel. D'habitude, ce sont des insectes. Mais sur une île des Canaries, vous avez un petit lézard. C'est lui. Eh bien, il pollinise. Donc, c'est assez étonnant. Ça existe. Alors, on va arriver justement, avec cette transition, à la pollinisation. Donc là, ce n'est plus transporter la graine, c'est transporter les grains de pollen. Donc là, ça va se faire par des êtres vivants beaucoup plus petits. Même si en région tropicale, vous pouvez avoir sur le baobab des mammifères qui vont aller dessus. Enfin, pour l'Europe, on va dire que c'est... Et puis, quasiment pour le monde entier, c'est quand même des petits animaux. Et surtout les abeilles. Alors, je passe sur mon reptile. Je suis bavard et je vois que le temps passe. Un petit clin d'œil pour les chauves-souris qui peuvent polliniser. Ça, c'est en région tropicale. Donc là, j'en parle aussi pour les baobabs, effectivement. Donc il y a et des mammifères et des chauves-souris. Il existe aussi des fleurs qui sont capables d'émettre des odeurs nauséabondes, ça existe aussi. Il y a aussi des fleurs qui s'épanouissent que la nuit, donc il n'y a pas que des pollinisateurs de la journée. Déjà, la chauve-souris, c'est un exemple. Donc là, voilà, c'était la fleur. Et ensuite, l'arbre dit à saucisse. Et ça, vous voyez, la fleur, elle est suspendue exprès pour être dans le passage des chauves-souris. Donc le positionnement de la fleur dans la forêt est vraiment spécialisé. Donc là, il y a bien une coévolution aussi. Rien que le port de la plante qui pend comme ça, c'est fait pour. Il y a aussi des oiseaux qui font... alors je garde le meilleur pour la fin, je garde les insectes et les abeilles pour la fin. Mais là, je vous montre quelques animaux, en particulier des oiseaux qui peuvent polliniser, les colibris, bien sûr. Les colibris, et il y a même des études assez récentes sur le sujet. Alors, il y a quelques perroquets qui peuvent faire ça aussi. Les colibris américains. Alors, j'ai mis beaucoup de textes. Alors, une petite histoire intéressante, vous savez, le colibri, il bat très vite des ailes, donc il a un métabolisme très rapide. Et en plus, comme il se nourrit de nectar, le nectar, c'est, allez, au mieux, c'est un petit peu plus de 50% de sucre. Et ça veut dire que tout le reste est de l'eau. Donc, il va vraiment avoir accès à beaucoup d'eau. Comme il consomme beaucoup de sucre, et ça lui permet en fait d'avoir un métabolisme très très rapide. Comme il a beaucoup d'eau, il peut évacuer l'ammoniac dans ses fesses. Et donc c'est vraiment une physiologie tout à fait étonnante par rapport aux autres oiseaux, du fait de son alimentation liquide et du fait de cette capacité, alors une capacité aussi au niveau du bec, avec une langue qui peut s'avancer, reculer. Alors j'avais une photo quelque part. Donc vraiment il y a une coévolution entre les fleurs butinées par les colibris, avec une orientation des stigmates bien particulière, un tube, une forme tubulaire de la fleur. Alors voilà, ça c'est une nouvelle photo. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est une publication assez récente, en 2015, c'est des scientifiques qui se sont aperçus que le battage d'ailes rapide provoque de l'électricité statique et les grains de pollen ont tendance à faire comme de la poussière, à se coller sur le corps, sur le plumage du colibri. Parce que, vous voyez, quand on le voit comme ça, avec son bec très long, on se dit, mais comment le pollen va aller jusque là-dessus, hein? Au départ, ça ne paraît pas évident comme ça. Mais en fait, non, il y a tout un champ d'électricité statique à cause de ces battements rapides. Donc, vous voyez, c'est surprenant, hein, quand même, de faire comme ça. Alors, bien sûr, il y a des petits malins, hein, parce que là, j'ai l'air de vous montrer un monde idéal. Mais c'est pas du tout comme ça. En vrai, vous avez des colibris qui percent la base de la fleur. Comme ça, ils sont ils vont plus vite. Voilà, quand ils ont le bec trop court,
Voilà. Ils ne vont pas s'en douter dans la fleur. Alors, on va passer. Ah oui, il est déjà 20h52. Alors, les insectes pollinisateurs. Alors, l'entomorganie. Alors, je vais vous montrer un exemple de coévolution qui est vraiment spectaculaire. C'est une plante de Madagascar, c'est une orchidée, qui s'appelle d'ailleurs l'orchidée de Darwin. En fait, alors ça remonte un petit peu loin quand même dans l'histoire humaine. C'est une plante qui est découverte en 1798. Elle n'est nommée qu'en 1822. Et en 1862, donc bien après sa découverte, il y a un orchidéophile, un passionné d'orchidées, qui en envoie à Charles Darwin, le célèbre scientifique qui a vraiment pensé l'évolution. Et Darwin, il dit, cette fleur-là, il y a forcément un papillon de nuit qui l'a pollinisé. Mais il n'a pas vu le papillon. Mais c'est juste parce que, regardez bien ce qui est là, cet élément-là, ça fait partie d'un pétale. Et c'est un tube avec, au fond, vers les 2-3 derniers centimètres, c'est rempli de nectar. C'est un éperon. Et ça, c'est la tige de la fleur. Donc ça, c'est en plus. Et la photo, elle ne va pas jusqu'au bout, mais ça se termine en cul-de-sac. Donc pour aller chercher le nectar, ça veut dire qu'il faut une trompe qui fasse plusieurs dizaines de centimètres. Et alors, pour la petite histoire, en 1903, le papillon est trouvé. Mais on l'a toujours pas vu butiner. Il faut attendre 1992 pour qu'enfin le papillon soit vu en action de butinage sur l'orchidée de Darwin. Ça a mis du temps, hein. Regardez la traîne. Incroyable, hein. Alors là, c'est de la coévolution. Hein. Alors comme ça assure une fidélité, puisque quand le papillon il va sur cette fleur-là, ben, il est sûr que personne d'autre n'allait pomper le nectar. Donc il est sûr que la station-service, elle est pleine, parce qu'elle est que pour lui. Que pour lui. Donc il y a cette espèce de coévolution, et la plante, au moins, elle est sûre que lui, il viendra toujours. Alors, une autre coévolution, alors c'est pas vraiment de la coévolution, là, parce que c'est un phénomène trop rapide, puisque là c'est en 9 générations. Alors voici une plante de la famille des choux, Brassica rapa, et là, il y a un scientifique qui a fait une petite expérimentation assez simple, hein, mais c'est récent, hein, c'est une expérimentation de quelques années. En fait, il a fait de la culture de cette plante, sous abri, sous une serre, et à gauche, c'était pollinisé que par les bourdons. Et puis, à droite, ce n'était pollinisé que par les cirfes. Alors, si vous savez, ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis la photo du cirfe, mais je l'ai là, le cirfe, c'est ça. C'est une petite mouche qui ressemble à une guêpe, qui a une trompe très courte et qui vole sur place dans le jardin. Vous savez, ce qu'il faut, ça fait comme ça. C'est un vol stationnaire parfait. Donc, vous voyez, à gauche, bourdon, à droite, cirfe. La même plante, au bout de 9 générations. Eh bien, regardez d'un point de vue phénotypique, donc l'apparence de la plante a changé pour faire des fleurs plus petites, une plante plus petite, pour s'adapter à son pollinisateur. Ça veut dire que là, c'est même pas de l'évolution, c'est vraiment de l'épigénétique, c'est-à-dire vraiment, en quelques générations, si par exemple cette plante, elle arrive sous forme de graines sur une île où il n'y a que du cirque, elle va évoluer en quelques générations à la bonne taille, pour ne pas avoir des fleurs trop profondes, trop grandes que le cirque ne pourrait peut-être pas forcément polliniser. Puis pour le gros bourdon qui a envie de se poser dessus, la fleur, oui, la plante a fait des fleurs plus grandes. Et une plante elle-même plus grande. Parce qu'il a fait ses cultures dans les mêmes conditions de terre, d'éclairage. Ça va loin, hein, quand même. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a encore des scientifiques qui travaillent sur les mystères de la pollinisation. C'est-à-dire, c'est encore un sujet d'étude. Alors, justement, j'arrive au fameux châtaignier. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on pensait, il y a encore quelques années, que
Le châtaignier, c'était de la pollinisation par le vent, que les insectes participaient pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, ce monsieur, hein, Clément Larue, il a fait une thèse, hein, quand même, 3 ans de travail, avec plein d'étudiants de Bac plus 5, quand même, ils ont fait plein de petites expériences, et moi je vais vous raconter que les expériences les plus simples, en particulier une qui a consisté à enfermer des branches de châtaignier dans des petits sacs de toile fine, et ces sacs avaient une maille suffisamment petite pour que les pollinisateurs éventuels ne passent pas, mais que le pollen puisse passer par un coup de vent. Vous voyez? Juste ce qu'il faut. Et ils ont regardé le succès de fécondation de ces fleurs-là, de châtaignier, entre celles qui étaient à l'abri, dans les sacs, grillagés, et les autres. Et alors, le succès de pollinisation sans les pollinisateurs, c'est moins 94%. Donc là, c'est clair, c'est net. Le châtaignier est un arbre qui a absolument besoin de pollinisateurs. Et quand on regarde un châtaignier avec les pollinisateurs dessus, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'abeilles. Et alors, évidemment, on se dit, bah, c'est les abeilles, hein. Eh bien, ils ont regardé. Ils ont regardé de plus près. Ils se sont intéressés aux fleurs. Parce que, alors, dans le châtaignier, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées. Elles sont à côté, les unes des autres, sur la même branche, mais pas dans la même fleur. Bon, c'est pas le plus fréquent dans le monde végétal, mais ça existe. Et ils ont regardé, vous voyez, qui allait sur les fleurs mâles et qui allait sur les fleurs femelles. Les abeilles et les cirques, ainsi que les mouches et les coléoptères, vont sur les fleurs mâles. Mais sur les fleurs femelles, là où c'est intéressant pour déposer le pollen, donc faire la fécondation, tiens, il n'y a pas d'abeilles. Et puis il n'y a pas de cirque. Et puis il n'y a pas de bourdon non plus, hein, parce que je n'ai pas mis tout le schéma. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Des animaux un peu inattendus, hein. Une horrible petite mouche grise, de taille moyenne, hein, le genre de mouche qu'on écraserait à la tapette dans la cuisine. Et puis un coléoptère qui s'appelle téléphore, fauve. Fauve parce qu'il a la couleur fauve. Et vous voyez, là, ils sont sur les fleurs femelles. Et comme ils vont des mâles aux femelles, ils assurent la pollinisation, enfin la fécondation. Voilà. Et eux, ils mangent les grains de pollen. Ils en mangent, mais ils en déposent. Donc vous voyez, alors après, il y a beaucoup d'autres choses de fait, mais c'était une demande des castanéiculteurs, hein, ces agriculteurs qui font les cultures de châtaignes, qui avaient des problèmes, puisqu'ils avaient des problèmes de fécondation de leur champ de châtaigniers. Mais on en sait plus. On sait maintenant que c'est pollinisé par les insectes et pas n'importe quel. Alors j'ai encore un petit peu de temps, il est déjà 21 heures. Il me reste combien de temps? Encore du temps un petit peu? Alors, là maintenant je vais plus aller sur les abeilles. Vraiment parce que c'est vrai que les abeilles c'est quand même un énorme groupe. On ne peut pas passer à côté. Les plantes ont vraiment coévolué. Les plantes à fleurs ont, pour la plupart, beaucoup coévolué avec les abeilles. Et c'est vrai que quand on parle d'abeilles, tout de suite on pense abeilles dans une ruche. Mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on reprend. Hein. Donc, pollinisation, c'est bien transporter le pollen. Avec une petite récompense souvent qui est le nectar, qui est un jus sucré parfumé. S'il y a du sucre, ça veut dire que quand l'abeille respire et récupère l'énergie, elle peut voler. Et chaque fleur, évidemment, donne une toute petite quantité. C'est un peu comme si vous alliez à la station-service et qu'on mettait 1 millilitre d'essence juste pour aller à la station-service suivante. Parce que vous deviez porter des paquets qui s'appellent pollen. Donc c'est le principe. Alors, donc dans une fleur, hein, il y a ce qui est joli pour attirer le pollinisateur. Il y a les parties mâles et la partie femelle au centre. Donc ça, c'est vraiment les fleurs simples, classiques.
Et ce qui se passe, eh bien, c'est ça. Vous avez l'abeille qui va chercher et qui s'accroche. Vous voyez, alors elle a pris du pollen, bien sûr, pour elle, mais en fait, pour le prendre, ce pollen, il faut qu'elle soit poilue, et il faut que ses poils soient eux-mêmes hérissés de poils. Vous voyez, ce sont des poils branchus, sur lesquels s'accroche le pollen quand elle va dessus, et ensuite elle se brosse avec ses pattes avant, et puis elle va déposer le pollen sur les pattes arrière. Pour la plupart des abeilles, c'est comme ça. Il y a quelques abeilles qui le font sous le ventre. Ça veut dire que, évidemment, la plupart du pollen est sur la patte, mais vous savez, c'est comme si vous prenez du sable dans un seau, c'est sûr que sur le pantalon, vous allez avoir des grains de sable. Donc c'est le même principe. Et la plante, elle, ce qu'elle va récupérer, c'est justement ces grains de pollen qui sont sur le corps de l'animal, parce que tout en haut, la partie femelle, donc le pistil est tout au fond, mais il y a un style et un stigmate gluant, ou avec une petite brosse, et les grains de pollen vont être redécrochés. Et ces grains de pollen-là, qui ont été amenés par une abeille, ils vont avoir le droit de germer tout là-haut et de descendre un tube pollinique avec le matériel génétique pour faire la fécondation. Alors que les grains de pollen qui sont là, par le vent, ils peuvent tomber là, mais bien souvent, ils n'ont pas le droit de germer. L'autofécondation est interdite. Ou alors la graine commence à se former puis elle avorte. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Alors, l'histoire évolutive des abeilles. Ah oui, quand même, d'où ça vient des abeilles. Alors, les premières plantes terrestres qui ne sont pas à fleurs. Bon, je reprends tout ça, j'ai raconté tout à l'heure. Ah oui, ici, les premières abeilles en fossiles, on va dire, c'est 100 millions d'années. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, j'accélère. Ça, je l'ai dit. Voilà. Alors, qui pollinise donc? Les abeilles, les guêpes, les fourmis. Vous avez aussi les papillons, de jour et de nuit. D'ailleurs, tout à l'heure, dans la grande orchidée blanche, pourquoi c'était blanc? Pourquoi c'est parfumé? Parce que les fleurs blanches parfumées sont plutôt en lien coévolutif avec les papillons de nuit. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vous avez aussi les coléoptères, donc tout ce qui est scarabée, mais scarabée poilu, souvent. Des cétoines, certaines cétoines, certains cérambycides. Les mordélites, c'est des petits scarabées qui font 2-3 mm qu'on va trouver dans des fleurs de carottes, toutes petites. Et puis les mouches, y compris les moustiques. Les moustiques, il n'y a pas que du sang, il leur faut du nectar aussi, surtout les mâles qui ne piquent pas, il faut qu'ils puissent voler. Et c'est des petites fleurs. Alors, 80% des plantes à fleurs dépendent des insectes pollinisateurs. Le reste, c'est le vent. Ou d'autres animaux. L'autofécondation est rare, ce que j'avais dit, et les abeilles sauvages sont les principaux pollinisateurs efficients. Donc là, vous voyez, j'introduis un sous-entendu, c'est que l'abeille sauvage, qui n'est pas celle de la ruche domestique, sont plus efficaces parce qu'ils ont plus de poils serrés, plus branchus. Il y a une abeille solitaire qui s'appelle l'osmie, et on dit classiquement que 400 osmies suffisent à polliniser 1 hectare de pommier. Il n'y a pas besoin d'une ruche de 30 000, 40 000 ouvriers. C'est très efficace. Donc, les hyménoptères. Donc ça regroupe les abeilles, plus les guêpes, plus les frelons, plus les bourdons, plus les fourmis. C'est 8000 espèces. Donc il y a les abeilles, les guêpes, les fourmis. Et parmi les abeilles, il y a 1000 espèces d'abeilles en France. 2000 en Europe, 20 000 dans le monde. Et l'abeille domestique dans la ruche, c'est une espèce qui peut se décliner en variété, on va dire en variété, mais liée à l'homme qui les a sélectionnés. Ça reste une seule espèce. Elles sont fécondables entre variétés, entre sous-espèces. Alors, j'avais dit, mais d'où viennent les abeilles dans le temps géologique? D'où elles viennent? Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'assez incroyable. Enfin, assez incroyable. En fait, à l'époque où il n'y avait que des arbres où on était encore au résineux, il y avait donc beaucoup de pollen, puisque c'est le vent qui, par hasard, amenait d'un cône de pin à l'autre cône de pin le pollen.
C'est-à-dire que ces arbres, les sapins, on le sait bien, on le voit bien encore, ils produisent énormément de pollen. Puisque justement, cette relation dans les plantes à fleurs insectes-pollen permet d'en fabriquer moins, puisque c'est dirigé. Et donc, on pense qu'à l'époque ancienne, il n'y avait que, au mieux de l'évolution des résineux, il y avait des coléoptères, il y avait des thrips, des petits insectes, qui mangeaient les grains de pollen. Et qu'il y avait des guêpes carnivores solitaires qui allaient les attaquer, les paralyser, et les emmener dans un trou dans lequel elles emmenaient donc la proie capturée dans un trou et elles pondaient un œuf dessus. Cet œuf faisait donc il y avait une éclosion, une larve carnivore de guêpe mangeait le coléoptère capturé à moitié endormi, et il ressortait du trou une guêpe. Sauf que ce que l'on pense, c'est que comme le coléoptère capturé, l'insecte capturé, était plein de pollen, la larve de guêpe mangeait non seulement la protéine animale de la proie capturée, mais aussi de la protéine végétale faite de grains de pollen, parce que le grain de pollen, c'est pas du sucre, hein, c'est de la protéine végétale. Donc en fait, résumons très vite, les abeilles sont d'anciennes guêpes qui ont évolué en devenant végétariennes à l'état larvaire. Donc au lieu d'être nourries par une proie vivante, comme le font encore plein de guêpes aujourd'hui, la plupart des guêpes qui vivent en solitaire, donc pas dans des groupes de guêpes, qui sont guêpes solitaires, elles font ça. Elles chassent des araignées sur les toiles, elles chassent des chenilles, elles chassent des criquets, elles chassent des menthes religieuses qui sont capturées par les guêpes solitaires. Donc vous voyez, c'est assez étonnant. Et finalement, au départ, on aurait pu penser qui allait gagner cette relation étroite fleurs-insectes, ça aurait pu être les coléoptères, qui eux le faisaient déjà à l'époque des sapins et des pins. Eh bien non, c'est un groupe qui, de manière assez inattendue, les a doublés un peu au dernier moment dans les temps géologiques, et hop, ça nous a donné les abeilles, c'est-à-dire les bourdons aussi. Hein. Les bourdons ne sont que des abeilles au physique d'Obélix, en fait. Faire ça. Donc, voilà. Alors, je vais vite décliner un petit peu ces espèces. Alors voilà, sur nos 1000 abeilles, il y a 34 bourdons. 960 espèces sont solitaires, parce qu'en fait, qui est grégaire, qui vit dans un nid avec une reine, c'est que l'abeille domestique et les 34 bourdons environ. Et puis en plus, je peux rajouter une chose terrible, c'est qu'il y a des bourdons moins poilus, d'autres espèces de bourdons moins poilus, qui ressemblent aux bourdons poilus, qui vivent dans le nid et qui les parasitent. Donc il y a des bourdons un peu feignants. Et c'est pareil pour les abeilles solitaires. Il y a des abeilles solitaires qui sont presque pas poilues, d'ailleurs on les confondrait avec des petites guêpes solitaires, qui pareil se mettent à côté du nid dans la terre d'abeilles solitaires. Et une fois que l'abeille solitaire, la maman, elle s'en va faire sa récolte de pollen, l'abeille parasite, l'abeille coucou, s'introduit dans le trou, vire les œufs de la maman et met les siens à la place. Ouais. C'est horrible, hein? Donc ça, je l'ai dit, hein, alors donc 20 000 abeilles dans le monde, 250 bourdons. Le plus grand est un bourdon géant de 4 cm en Amérique du Sud, qui est en voie de disparition. Ne rêvons pas. Voilà. Donc elles sont anthophiles. Elles aiment les fleurs. Alors si on veut vraiment être dans le détail, on peut regarder les nervures pour distinguer une guêpe d'une abeille. On peut regarder des petits détails comme l'accrochage des ailes qui soit touchent la tibia, soit ne le touchent pas. Et du coup, dans un cas, on a affaire à des abeilles et dans l'autre, à des guêpes. Tout ça, c'est pour les entomologistes qui s'amusent. Alors, quelque chose de plus intéressant. L'abeille, qui est une ancienne guêpe devenue végétarienne en pollen. Je voulais vous montrer, alors ça c'est ce qui se passe dans la ruche. Vous
vous voyez, vous avez une larve, un œuf pondu par la reine. La reine, c'est la femelle fertile dans un nid d'abeilles classique, hein, d'abeilles à miel. Et puis ça fait une larve. Et puis cette larve va muer. Elle va perdre sa peau parce que la peau des insectes ne grandit pas. Donc il faut qu'ils des abeilles qui muent entièrement. Alors ça, il y a 4 fois, hein, apparemment. Et puis ça donne une nymphe. La nymphe, c'est un moment immobile de métamorphose. Alors ça, tous les insectes font ça. Vous prenez un criquet, un cafard, petit cafard, moyen cafard, et il n'y a pas de métamorphose de là. L'abeille, finalement, elle a une façon de grandir identique au papillon. C'est-à-dire que l'œuf de cet insecte ne sort pas un petit adulte en miniature. C'est une chose. La conséquence, c'est que quand vous vous promenez dans les champs et que vous voyez des abeilles, si vous voyez une petite abeille, toute sa vie, elle restera petite. Et si vous voyez une grosse abeille, elle a toujours été comme ça, parce qu'elle n'est pas née. Elle a émergé d'une chrysalide. Elle est née ici, mais elle est née avec un physique qu'elle a perdu, avec une physiologie qu'elle a perdue. Donc voilà. Alors là, ce que je vous montre en dessous, alors ça c'est amusant. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc là, en fait, la nymphe, c'est... La nymphe, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est avant que ce soit le petit insecte qui... Voilà, c'est entre la larve qui bouge et qui mange et qui grandit et qui prend du poids, et l'adulte qui, lui, ne grandit pas. Quand vous voyez un insecte qui vole, qui a des ailes, c'est un adulte, il ne grandit pas. Le moucheron reste un moucheron, il ne devient pas une mouche, et la mouche a toujours été de la taille que vous la voyez. Elle n'a jamais grandi. Avant, c'était un asticot, c'est lui qui a grandi. Ça fait partie. Les mouches, c'est comme les papillons, c'est comme les abeilles, c'est comme les guêpes, ils ont une métamorphose complète, avec quatre étapes. L'œuf, la larve qui grandit et prend du poids, la nymphe qui se métamorphose, et l'adulte qui est sexué et qui va se reproduire. Alors que vous avez des insectes beaucoup plus anciens dans les temps géologiques, là, qui datent du Carbonifère, qui, eux, les cafards, les criquets, les sauterelles, eux, ils naissent déjà tout de suite avec le physique de l'adulte en miniature. Il n'y a pas de métamorphose immobile. Vous n'avez jamais vu une blatte immobile, un cafard immobile en train de se transformer. Non. Donc voilà, c'est un peu compliqué dans les insectes. 43 000 espèces en France. C'est beaucoup. Alors, là, je vous montre en dessous une sorte de roseau creux dans lequel une abeille solitaire, donc cette fois-ci, ce n'est pas l'abeille à miel, c'est une abeille solitaire. Donc elle ne fait pas de miel. Je rappelle que le miel, c'est fait pour passer l'hiver. Et que les abeilles solitaires, en tant qu'adultes, ne dépassent pas une saison, voire même quelques semaines. Donc là, vous avez une loge, 2 loges, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, elle a un œuf et un pain de pollen. On appelle ça le pain. C'est-à-dire c'est des grains de pollen tassés. Vous voyez, une petite boulette de pollen. Et alors, tous les hyménoptères, hein, c'est-à-dire toutes les fourmis, parce que pareil, les fourmis, c'est d'anciennes guêpes. On va pas aller là-dessus. Donc tout ce qui est guêpes et leurs descendants, leurs évolutions en abeilles, en bourdon, tous ces animaux-là ont une particularité, les femelles décident du sexe de leurs descendants. Ça veut dire que quand l'abeille ou la guêpe, elle pond un œuf, ça donnera obligatoirement une femelle, qu'elle soit ouvrière stérile ou reine fertile ou femelle normale. Et si elle pond, cette femelle pond un ovule, c'est-à-dire pas fécondé, ça donne automatiquement un mâle. Un mâle haploïde, N chromosome, qui ne va pas vivre bien longtemps, hein. Juste pour s'accoupler, ça va le tuer. Voilà le monde des abeilles. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme la femelle, la larve qui deviendra une femelle, elle sera plus grosse, elle sera un deuxième chromosome, elle est plus grosse, donc elle va prendre un temps larvaire plus long. Alors que fait la maman, là? Que fait la femelle quand elle va faire ses œufs? Eh bien, elle va d'abord pondre des œufs, ici, jusqu'à la moitié, et puis l'autre moitié, elle va pondre des ovules. Parce que les mâles, ils se développent plus vite. Donc ils vont sortir en premier, ils vont dégager la place. Et en plus, à l'occasion, les mâles vont pouvoir vieillir un peu, là, de quelques jours, et les femelles vont sortir avec quelques jours de décalage, et les mâles vont pas les attendre. Hein. C'est sûr. Voilà comment ça se passe.
Donc voilà, toutes les larves d'abeilles sont pollinivores et toutes celles de guêpes sont carnivores. Bon, ça c'est ce que j'ai dit. Corps recouvert de poils. Bon voilà, quand on va dans le détail, voilà, il y a tout un système pour la poulette de pollen. Alors, si, une petite chose très simple. Entre les 999 abeilles sauvages et l'abeille à miel de ruche, si vous voulez savoir si c'est une abeille de ruche, vous lui regardez ses yeux, et si les yeux sont poilus sur les yeux, c'est une abeille à miel de ruche, abeille domestique. Les sauvages n'ont pas de poils sur les yeux. Si. Imaginez-vous avec des poils sur les yeux. Et aussi une autre particularité, c'est que l'abeille domestique, elle a un dard barbelé. Donc quand elle vous pique, le dard reste planté dans votre peau, elle est obligée d'arracher tout son tube digestif avec, et elle meurt. Alors que le bourdon et la guêpe, ils ont un dard lisse, ils peuvent piquer tant qu'ils veulent. Ça, c'est plus dangereux à regarder que les yeux. Alors là, une jolie photo. Oh oui, c'est un peu scientifique. Voilà. Vous voyez la boulette au microscope électronique avec des poils recourbés pour tenir la boulette. Et il y a même dans la pâte un système pour, un peu comme vous savez, pour faire des sorbets de glace, un système pour éjecter la boulette. C'est très bien fait. Alors là, vous voyez, celui-là, alors bon, j'accélère un petit peu. Alors, donc, les bourdons sont des abeilles sociales, sauvages. Pour la culture générale, ah oui, une petite chose amusante. En anglais, le nom actuel du bourdon, c'est Bumblebee. Le nom anglais, c'est Humblebee, donc l'abeille humble. Mais dans le vieil anglais, le très vieil anglais, c'est Dumbledore. Pour ceux qui sont passionnés de Harry Potter. Ah ben voilà, au moins. C'est un méchant dans le film de Harry Potter. Ben, ça vient d'un... Pardon? Oui, mais il aime la musique, je crois, d'ailleurs. Il n'aime pas la musique. Je ne suis pas spécialiste d'Harry Potter. C'est le directeur de l'école Poudlard. C'est un gentil. D'accord, oui. Alors, une connaisseuse. Je connais mieux les bourdons. Alors justement, continuons dans les bourdons et la coévolution. Un petit coup de coévolution, là, vraiment pur et dur, avec la pollinisation vibrative. Ce que les Anglais appellent la buzz pollinisation. Ça, je suis sûr que vous ne connaissez pas. En fait, les bourdons ont une spécificité par rapport aux autres abeilles. Quand ils vont sur les fleurs, ils sont capables de découpler leurs muscles du thorax pour voler du mouvement des ailes. Et ils peuvent se mettre au point mort, quelque part. C'est-à-dire qu'ils peuvent vibrer du thorax, mais ça n'actionne pas les ailes. Chez eux, le point mort, ça existe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont coévolué avec des fleurs qui ont des étamines spéciales et dont l'étamine ne s'ouvre que s'il y a une vibration de bourdon. Comme ça, les abeilles, c'est pas la peine d'y aller. Il n'y aura pas de pollen. Ça s'appelle aussi la sonication. C'est un mode de pollinisation qui concerne quand même 20 000 espèces de plantes à fleurs sur les 350 000. Soit 6%. Alors, mon lien YouTube ne marche jamais. C'est pas la peine. Mais vous voyez, alors, je vais vous donner un exemple très concret. La fleur de tomate. Si vous êtes jardinier, vous regardez dans votre tomate qui va butiner la fleur de tomate. Normalement, il n'y aura jamais d'abeille. Parce que la fleur de tomate, bon, déjà, elle peut faire d'autofécondation, ça c'est autorisé, mais si elle est butinée, c'est un système avec une étamine, et au bout, l'antère ne s'ouvre que s'il y a la vibration. Alors, il y a quelques abeilles qui font aussi des vibratiles. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Alors, vous avez le bourdon terrestre, qui lui fait un nid dans le sol. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont une centaine, pas plus, alors que dans une ruche domestique, d'abeilles domestiques, ils peuvent être 50 000. Donc vous avez plein de bourdons différents. Le bourdon des champs, qui lui fait ça dans la mousse, les herbes sèches, et qui aime les fabacées, c'est-à-dire les légumineuses.
Donc les fleurs de haricots, de petits pois, de vestes, de gestes, tout cela. Et puis un peu de lamiacée, donc fleurs de basilic, des choses comme ça. Alors, là vous avez le bourdon des pierres. Donc dans le Vieux-Mont, il y en a plein, hein, puisqu'il y a plein de pierres. Donc, plein de vieilles pierres. Donc le Bombus lapidarius, alors déjà, vous remarquez quelque chose sur les deux photos. Il y en a un qui est noir et orange, et un autre qui est pareil, orange, noir, mais noir, jaune, et même sur la tête. Est-ce que c'est vraiment le même? Ben voilà. Monsieur et madame. Monsieur est là, madame est là. Alors, dans le monde des insectes, hein, madame est plus grande, plus forte, plus puissante et vit plus longtemps. Très souvent. Puis lui, c'est le pauvre haploïde hein, qui vient d'une ovule, hein, qui a éclos. Pas facile. Alors, la coévolution. La coévolution est plus ou moins étroite. C'est-à-dire que, par exemple, les bourdons, ils ne sont pas associés à une seule fleur. Vous voyez. Alors, ils ont des préférences, mais vous voyez, c'est des préférences sur des familles de plantes. Ce n'est pas sur une plante ultra précise. Donc, en science, on va parler des polylectiques, des oligolectiques, des monolectiques. C'est un peu dur. Donc, ça veut dire que polylectique, ça veut dire que c'est une espèce d'abeille qui va butiner plein de fleurs différentes, d'espèces différentes, appartenant à des familles de plantes différentes. Donc, c'est les moins difficiles. Après, vous avez les oligolectiques, ceux qui commencent à être un peu spécialisés sur des fleurs d'espèces différentes, mais de la même famille. Et puis, vous avez le pire, monolectique, c'est-à-dire que c'est vraiment une abeille qui butine une seule fleur, d'une seule espèce. Ça, c'est vraiment très très précis. Vous avez un cas qu'on peut voir dans nos régions au mois de novembre. C'est une abeille solitaire qui ne butine que le lierre. Que le lierre. Et rien d'autre. Et en plus, elle n'est adulte qu'au moment de la floraison du lierre, c'est-à-dire très tard dans la saison. Hein, il est octobre. C'est laquelle, celle-là? C'est une abeille solitaire. Je vous la montrerai, je l'ai en photo. Donc, vous avez aussi la longueur de la langue. Elle est courte, longue, moyenne. Vous avez l'emplacement du nid de l'abeille solitaire. Ça peut être une espèce colicole, c'est-à-dire qu'elle fait son nid dans un trou de tige de ronce. Et que ça. Donc elle enlève la moelle dans la tige de la ronce et elle fait son nid allongé, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez celles qui sont terricoles, dans la terre. Il y en a celles qui font dans le bois aussi, qui creusent dans le bois. Et vous avez la socialité, parce que j'ai dit d'un côté, il y a celles qui vivent avec la reine, avec des ouvrières, donc des femelles stériles, et puis il y a les solitaires. Mais en fait, il y a les très très solitaires, il y a des espèces vraiment totalement solitaires, mais il y en a qui, vous voyez, il y a des solitaires isolés, des solitaires en bourgade. Par exemple, vous avez un fossé qui est exposé au soleil, et toute la même espèce d'abeille dit « Ah tiens, ça me plaît bien, je me mets là. » La voisine de la même espèce se met là. C'est vraiment pareil. Et puis, vous avez même des abeilles solitaires, mais eusociales. C'est-à-dire qu'une femelle peut aller s'occuper du petit nid d'à côté. Il y a un peu de relation. Donc, il y a quand même un continuum dans la socialité des abeilles. Vraiment, ça va de très très solitaire. Après, vous avez la buzz pollinisation. Buzz pollinisation, oui ou non? Alors, je vous laisse entrecroiser toutes les possibilités et vous avez toutes les caractéristiques uniques de chaque espèce d'abeille solitaire. Voilà. Alors, avec les 21h26, alors, j'accélère. Est-ce que c'est utile tout ça? Alors, c'est le nom des 7 familles d'abeilles. J'attire juste l'attention sur les mégachilidés. Les mégachilidés sont les seules abeilles qui mettent le pollen sous le ventre, sous l'abdomen. Alors toutes les autres le mettent au niveau des pattes arrière. Petit détail. Et vous les connaissez, les mégachilidés, parce que ce sont des abeilles qui tapissent avec des bouts de feuilles, qu'elles découpent leur nid. Ce qui veut dire que dans votre jardin, si vous avez de la glycine ou des feuilles de rosier, parfois vous avez des jolies découpes.
Voilà. Et parmi les 7 familles, il y en a une qui est australienne. Donc, alors, je passe vite fait, mais je vous montre quelques photos d'abeilles quand même. Voilà. Les dasypodes, alors ce sont des abeilles, vous les voyez souvent au printemps sur les fleurs de pissenlit. Elles ont les pattes très écartées, avec taille moyenne, hein, pas très, mis dans la terre. Les apidés, alors ça, les apidés, c'est la famille des abeilles auquel appartient l'abeille à miel de la ruche, classique. Mais ça n'empêche que dans ces apidés, il y en a qui font peur, parce qu'il y a la plus grosse abeille d'Europe, hein, la Xylocopa, qui est une grosse abeille solitaire. Ça, vous avez, je pense, déjà vu, ça fait peur. Mais c'est une gentille abeille, hein. Et puis elle a de la force physique, donc elle va pouvoir aller butiner des fleurs comme les glycines, des choses comme ça, des fleurs asymétriques. Oui, voilà, les acanthes, j'entends dans la salle. Et là, elle est sur une acanthe. La fleur d'acanthe, c'est dur à ouvrir. Ben, le bourdon, il est puissant, de force. Donc on voit bien la coévolution encore. Alors les mégactyles, voilà, on y arrive. C'est celles qui mettent le pollen sous le ventre. Et je vais en arriver tout de suite à ça que vous avez connu. Et ça veut dire quelque chose dans votre jardin. Vous avez déjà eu des feuilles comme ça qui sont découpées. Et on voit bien, regardez le pollen là cette fois-ci, il est là-dessous. Il y a des poils spéciaux pour bien les tenir. En fait, ça lui permet dans son trou de plus facilement enlever le pollen. Parce que sur les pattes, quand elles rentrent dans leur petit trou là, c'est pas pratique d'avoir des. Au moment où elles passent, elles risqueraient de perdre les boulettes de pollen sur les pattes. D'ailleurs, c'est ce que font les apiculteurs quand ils vous vendent des pots de grains de pollen, enfin de boulettes de pollen. Ils ont mis un grillage assez fin, l'abeille ouvrière est obligée de passer et puis elle perd ses boulettes. Donc là, c'est une adaptation. C'est encore de la coévolution. Alors l'osmie, c'est celle-ci là qui peut faire 400 osmies qui pollinisent 1 hectare de pommier. Alors là, les andrènes, alors voilà deux sortes. Hein. Pour ça, vous pouvez trouver ça au sol, dans les pelouses, avec la terre bien dure. Alors il a creusé la terre pour faire son trou. Donc c'est au printemps, c'est au moment des pissenlits. Donc c'est assez facile. Parce que justement, ces abeilles solitaires-là, on ne va pas les rencontrer pendant toute la saison, contrairement aux grosses espèces comme les abeilles à miel, et puis les bourdons qu'on va voir toute la saison. Là, c'est des abeilles plus petites qui sont vraiment souvent des oligolectiques. Donc déjà, elles sont très calibrées sur la période de floraison de leurs fleurs préférées. Ce qui fait que ça a été observé justement avec le changement climatique. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des fleurs qui fleurissent plus tôt que prévu. Le mécanisme pour que l'abeille adulte sorte du sol du nid de la maman de l'année précédente, ça reste à la même date, du coup, il rate. Et vous avez des abeilles solitaires qui sont très sensibles au changement climatique parce que ça décale la phénologie de la plante et donc la date d'apparition de la fleur. Et l'abeille, elle reste calée sur les dates classiques. Donc ça peut poser problème. Là, vous avez les halictes. Alors les halictes, voilà, c'est des petites abeilles. Là, elle est dans une fleur de ronce. Donc c'est tout petit. C'est vraiment des abeilles de quelques millimètres. Mais qui sont utiles. C'est-à-dire, elles ont un rôle. Et en plus, c'est les plus fragiles parce qu'elles ne vont pas faire comme l'abeille domestique. Elles ne vont pas faire 3 km pour aller chercher des fleurs. Elles vont faire que quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres au mieux. Et voilà, on arrive aux collettes, les colletidées, celle dont je vous parlais, cette abeille solitaire qui vit dans la terre et qui ne butine que le lait. Et rien d'autre. Et d'ailleurs, regardez, elle a un voisin encombrant. Vous reconnaissez le voisin encombrant? Frelon asiatique. Donc là, il y a l'abeille colette et le frelon asiatique. Mais il est occupé au sucre. Donc, ça doit être une ouvrière qui ne travaille plus, qui a plus besoin de chasser.
encore d'autres abeilles. Oui, les couleurs, hein, très très variées. Voilà. Et puis la dernière famille qui est australienne. Donc, est-ce qu'il y a des abeilles invasives? Tiens, voilà une bonne question. Parce qu'on parle toujours du frelon asiatique. Mais est-ce qu'il y aurait une abeille asiatique? Eh bien oui, il y en a une. Il y en a une, c'est pas très connu. Hein. Elle s'appelle Megachile sculpturalis. En anglais, la géante racing bee. Et c'est une très grosse abeille avec une grosse tête, parce que c'est une mégachile. Et en plus, comme elle creuse dans les bois de résineux, elle a une grosse tête très solide avec des mandibules pour creuser. Et bon, là, c'est bizarre, elle est sur. C'est pas tellement une plante qu'elle butine. Enfin voilà, donc elle est arrivée en 2008 à côté de Marseille, à Istres. Elle a débarqué dans un port de commerce, évidemment. Et vous voyez comment elle s'est propagée. Donc elle prend la vallée du Rhône, et puis elle prend le côté Pyrénées. Elle va sûrement remonter le long de la côte atlantique. Je n'ai pas trouvé de données plus récentes, mais il n'empêche que cet été, moi j'en ai vu dans cette région. C'est impressionnant, hein, il y en a beaucoup. Donc voilà. Alors les menaces sur les abeilles, parce que c'est quand même elles qui aident à la pollinisation, c'est la perturbation du cycle du carbone, hein, puisqu'on brûle justement le pétrole, le charbon, le gaz, c'est-à-dire tous ces végétaux décomposés, enfouis et cuits sous terre depuis des centaines de millions d'années. Donc on remet le CO2 qui avait été capturé par la fameuse réaction de photosynthèse dont j'avais parlé au début. Il y a aussi le calcaire qu'on brûle pour faire le ciment. Comme c'est une formule chimique CaCO3, quand on le brûle, ça fait CO2 et chaux vive. Donc ça rejette du gaz, donc ça perturbe le cycle. Et ça gêne les abeilles. Et vous avez, alors ça, oui évidemment, le réchauffement, donc ça j'en ai parlé. Et vous avez aussi la perturbation du cycle de l'azote. C'est-à-dire qu'on met des engrais azotés, et du coup, dans les campagnes, il n'y a plus de luzerne. Et surtout, il y a beaucoup de nitrates. Donc, il y a moins de fabacées, il y a moins de plantes de la famille des fabacées, c'est tout ce qui est vestes, gestes. Et ça pose énormément de problèmes parce que ça banalise la flore. Et du coup, les bourdons qui aiment bien les fabacées, c'est pas très bon. Et en plus, manque de chance pour les bourdons. C'est que le mâle bourdon, j'ai beaucoup d'espèces de bourdons, ils font leur parade nuptiale au mois d'août. Et souvent, au mois d'août, il y a une plante qui donne beaucoup de nectar que les agriculteurs n'aiment pas, c'est le chardon. Et il y a une thèse qui a été faite par une étudiante en Belgique. Ils ont montré que les chardonnages étaient très néfastes au bourdon. Parce que, en fait, ça ne gêne pas les ouvrières et les reines, mais ça pose un énorme problème pour la parade nuptiale du mâle qui n'a plus d'énergie pour le faire parce qu'il ne trouve pas de chardon. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi rapidement? Dans les villes, il y a eu la mode de mettre des ruches d'abeilles domestiques. On s'est aperçu que les pollinisateurs sauvages, leur densité était corrélée négativement à la densité de colonies d'abeilles domestiques en contexte urbain. Donc on a la preuve. La ville de Lyon, par exemple, a arrêté l'implantation d'abeilles domestiques, puisqu'ils se sont aperçus que sur le territoire de la commune de Lyon, il y avait 300 espèces de solitaires sur les 1000 françaises. Maintenant et demain, pour la pollinisation, ça c'est un champ c'est en Californie, c'est les amandes, les amandiers. Alors ils font venir toutes les abeilles à ruche, quasiment de la moitié des États-Unis, pour arriver à polliniser les arbres. Donc évidemment, il n'y a aucun pollinisateur naturel dans ce genre d'environnement. En Chine, ils sont obligés de revenir à la pollinisation manuelle. Et il y a même des recherches sur les drones pour polliniser. Alors, ça sera miniaturisé, là, c'est déjà 2017, donc mais je pense qu'on va arriver jusque-là. Les fameux hôtels à insectes, alors parlons-en, ça c'est pas très bon. Alors ça c'est pas bon du tout, parce que c'est entouré d'une nature. Voilà. Rappelez-vous, la plupart des abeilles solitaires font leur nid dans le sol.
Donc en fait, elles ont envie d'être là, les abeilles. Voilà, il y a très peu d'espèces qui font leur nid là. Donc déjà là, c'est mieux. Et ce qui serait encore mieux, c'est que ça, ce soit quelque part, ça ailleurs, ça. Parce que quand vous concentrez des abeilles solitaires artificiellement dans un hôtel à insectes de grande taille, eh bien les parasites, les abeilles coucou, et tout ça va venir les gêner. Donc là, c'est l'histoire de notre pauvre bourdon mâle qui ne peut plus trouver de chardon. Et si vous voulez favoriser les bourdons, vous pouvez faire, au tout début de saison, là c'est trop tard, de mettre un pot retourné avec de la paille dedans, avec un petit abri pour pas que ça se noie. Donc on peut faire des choses pour les bourdons. C'est mieux qu'un hôtel insecte, hein, je le dis franchement. Et puis si vous faites des massifs de fleurs, c'est bien de faire des massifs importants de la même fleur. Parce que les abeilles sont fidèles. Quand elles butinent des fleurs, elles restent fidèles à la même fleur. Alors, c'est en fait, c'est parce qu'on s'est aperçu sur certaines fleurs, ça a été montré, au bout de 3 minutes de butinage, le taux de sucre dans le nectar augmente de 20%. Vous voyez, c'est un peu un rabais, enfin, c'est un peu comme en grande surface. Un paquet de plus pour 3 achetés. Et en fait, là, c'est exactement pareil. Donc, au lieu de mettre une seule fleur là, une seule fleur là, différente, mettez un massif vraiment important. Que fait l'État? Elle fait des choses. Hein. Il y a des plans nationaux, plan national pollinisateurs, France Terre de pollinisateurs. Donc là, il y a un premier plan qui s'est arrêté en 2020, mais il y en a un deuxième qui est reparti. La recherche fondamentale. Alors ça, c'est l'histoire justement en quelques minutes, le taux de sucre augmente, la concentration en sucre augmente à mesure que c'est pollinisé. Hein, voilà. Les fleurs réagissent au bruit des pollinisateurs en quelques minutes. Il y a d'autres choses, hein. Il y a des fleurs, il y a des plantes qui fabriquent de la nicotine dans le nectar pour donner du punch aux bourdons et aux abeilles. Donc ça a été montré, sur des fleurs d'agrumes. La caféine, vous avez la nicotine, la caféine,